Millionaire Library. Chapitre 1. Le mensonge qu'on t'a appris à aimer. Quelqu'un t'a un jour dit que penser à toi en premier, c'était mal. Peut-être c'était ta mère, peut-être ton professeur, peut-être une voix si ancienne que tu ne sais plus à qui elle appartient. Et depuis ce jour-là, tu t'es mis en dernier sur ta propre liste. Dis-moi, combien de fois cette semaine tu es arrivé en dernier ? Prends un instant. Pose cette question à ton corps avant même de la poser à ton esprit, parce que ton corps, lui, il sait. Il garde la mémoire de chaque fois où tu as dit oui alors que tout en toi criait non. Il se souvient de ces matins où tu t'es levé épuisé, non pas parce que tu n'avais pas dormi, mais parce que tu portais le poids de tout le monde, sauf le tien. Il connaît le goût amer de cette fatigue particulière, celle qui ne vient pas du travail, mais du sacrifice permanent de soi. On t'a appris quelque chose de très précis. On t'a appris que l'amour se prouve par l'effacement, que donner, c'est d'abord se vider, que si tu penses à toi, tu voles quelque chose aux autres. Ce mensonge est ancien. Il est tissé dans la langue, dans les gestes approbateurs qu'on recevait enfant quand on se sacrifiait et dans les silences froids qu'on récoltait quand on osait exprimer un besoin. Tu n'as pas choisi ce programme. On te l'a installé doucement, avec amour parfois, avec maladresse souvent, sans jamais réaliser le dommage. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ce mensonge avait un visage magnifique. Il s'appelait générosité, il s'appelait humilité, il s'appelait bonté. Qui aurait pu résister ? Ces mots-là sont beaux, ces mots-là sentent bon. Alors tu les as pris contre ton cœur, tu les as fait tiens, et tu as commencé à construire ton identité autour d'eux. Tu es devenu celui ou celle qui donne, celui qui est là, celui qu'on appelle quand ça va mal. Et dans ce rôle, il y avait une forme de dignité, une forme de sens, peut-être même une forme d'amour que tu ne savais pas te donner autrement. Mais la rivière qui donne toujours sans jamais être alimentée ne disparaît pas d'un coup. Elle se retire lentement, d'abord quelques centimètres, imperceptible. Puis le lit s'élargit, mais l'eau s'amincit. Puis un matin, il ne reste plus qu'un filet, presque honteux, qui cherche encore à couler malgré tout. Et les gens autour continuent de venir se désaltérer sans réaliser que la source, elle, est en train de mourir. Est-ce que tu reconnais cette rivière ? Est-ce qu'il t'arrive de sentir que tu donnes de moins en moins, non pas parce que tu le veux, mais parce qu'il ne reste plus grand-chose à donner ? Cette fatigue-là a un nom. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est le résultat logique, presque mathématique, d'une vie construite sur une équation impossible, celle où tu comptes pour tout le monde, sauf pour toi-même. Carl Jung disait que « ce que tu refuses de regarder en toi continuera de gouverner ta vie en te faisant croire que c'est le destin. » Et cette partie de toi qui a appris à s'effacer, à se taire, à céder, à sourire quand tu souffres, cette partie-là gouverne en silence. Elle choisit tes relations, elle accepte ce que tu mérites mieux qu'eux, elle dit oui à tout, sauf à toi. Et tant que tu ne la regardes pas en face, tant que tu ne lui poses pas la question directe, pourquoi tu te mets toujours en dernier ? Elle continuera de le faire, avec la même conviction douce et destructrice. Voici ce que personne ne t'a dit. Voici ce qu'on aurait dit te chuchoter dès l'enfance, avec la même tendresse qu'on met à apprendre aux enfants les noms des étoiles. S'occuper de soi en premier n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité cosmique. Parce que tu ne peux pas offrir au monde ce que tu n'as pas cultivé en toi. Tu ne peux pas donner de la paix si tu es en guerre avec toi-même. Tu ne peux pas nourrir les autres si tu meurs de faim. Et tu ne peux pas aimer profondément si tu t'es appris à te mépriser chaque fois que tu poses une frontière, chaque fois que tu choisis ton repos, chaque fois que tu dis ce dont tu as besoin. La différence entre l'égoïsme blessant et ce qu'on pourrait appeler l'égoïsme sacré est aussi nette qu'une ligne de lumière à l'aube. L'égoïsme blessant prend des autres pour se remplir. L'égoïsme sacré se remplit pour mieux donner.
L'un vide le monde, l'autre le nourrit. Et c'est celui-là, cet égoïsme sacré, ce retour à soi comme acte d'amour universel, que nous allons explorer ensemble dans ce voyage. Parce que tu mérites d'être sur ta propre liste. Non pas en bas, non pas au milieu quand il reste de la place. En haut, tout en haut. Pas parce que tu vaux plus que les autres, mais parce que c'est depuis ce sommet-là, depuis cette hauteur de soi respectée et nourrie, que tu pourras voir loin, porter haut et donner vraiment. Ce chapitre n'est que le début. Il est la question posée à la porte de quelque chose de plus grand. Et cette question, elle est simple, elle est ancienne, elle résonne dans chaque tradition spirituelle qui ait jamais existé sur cette terre. Quand as-tu décidé que tu ne méritais pas d'être ta propre priorité? Et surtout, est-ce que tu es prêt à changer ça? Chapitre 2. La carte que tu n'as jamais eu le droit de lire. Il existe en chaque être humain une carte intérieure, une carte dessinée dès les premières années de vie, tracée non pas à l'encre, mais aux émotions, aux expériences, aux regards reçus et à ceux qu'on n'a jamais reçus. Cette carte, elle indique où tu as le droit d'aller, ce que tu mérites d'espérer, jusqu'où tu peux avancer avant de te sentir coupable d'exister trop pleinement. Et la plupart des gens traversent leur vie entière en suivant cette carte sans jamais réaliser qu'ils ne l'ont pas choisie. Tu te souviens de la première fois où tu as ressenti que tes besoins dérangeaient? Peut-être tu n'as pas de souvenir précis, peut-être c'est une sensation diffuse, sans visage, sans date. Mais quelque chose en toi sait. Quelque chose en toi porte encore la trace de ce moment fondateur où tu as appris, sans qu'on te le dise avec des mots, que prendre de la place était risqué, que vouloir trop revenait à demander trop, que l'amour qu'on te portait était peut-être conditionnel à ton effacement. Les enfants sont des scientifiques extraordinaires. Ils font des expériences en permanence sur le monde qui les entoure. Ils observent les réactions, ils tirent des conclusions, ils adaptent leur comportement avec une précision redoutable. Et si l'expérience répétée a été, quand tu exprimes un besoin, l'ambiance se tend, les visages se ferment, l'amour se retire même imperceptiblement, alors la conclusion scientifique était simple. Cachons les besoins, réduisons les désirs, rendons-nous indispensables par le service plutôt que visibles par l'existence. Cette conclusion-là, tu l'as écrite au crayon sur ta carte intérieure. Puis, le crayon est devenu stylo. Puis, le stylo est devenu gravure. Et aujourd'hui, tu appelles ça ton caractère. Tu dis « Je suis quelqu'un de généreux. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose. Je suis quelqu'un qui préfère donner que recevoir. » Et il y a une part de vérité là-dedans, oui. Mais il y a aussi, niché juste en dessous, une peur très ancienne que tu as appris à habiller en vertu. La psychologie profonde nomme ce phénomène avec précision. Ce que Jung appelait le persona, ce masque que nous portons pour naviguer dans le monde social, peut devenir si épais, si confortable dans sa familiarité, que nous finissons par le confondre avec notre vrai visage. Et le vrai visage, lui, attend. Patient comme une paysage sous la neige, présent mais invisible, vivant mais silencieux. Ton vrai visage sait ce dont il a besoin, il sait ce qui le nourrit et ce qui l'épuise, il sait quelles relations lui donnent de l'oxygène et lesquelles se nourrissent de son souffle. Il sait quel travail fait vibrer quelque chose de profond en lui et lequel l'éteint à petit feu. Mais pendant des années, peut-être des décennies, ce visage-là a été prié de se tenir tranquille, de ne pas déranger, d'attendre que tout le monde soit servi avant de se nourrir. Pense à la forêt un instant. Pas la forêt domestiquée des parcs et des allées tracées, mais la forêt vraie, primitive, souveraine. Dans cette forêt, chaque arbre pousse vers la lumière sans s'excuser. Le chêne ne réduit pas son envergure pour ne pas faire d'ombre aux sapins voisins, l'hyère ne s'excuse pas de grimper, la racine ne demande pas la permission d'aller chercher l'eau là où elle se trouve. Chaque organisme suit sa nature profonde avec une fidélité absolue, et de cette fidélité collective naît l'équilibre. De chaque être qui s'accomplit pleinement émerge un écosystème qui respire. Nous avons oublié que nous faisons partie de cette forêt.
Nous avons oublié que notre épanouissement n'est pas un luxe égoïste, mais une contribution à l'équilibre du vivant. Quand tu te nourris, tu peux nourrir. Quand tu te soignes, tu peux soigner. Quand tu t'honores, tu apprends aux autres comment t'honorer. Et par reflet, tu leur montres comment s'honorer eux-mêmes. Ta plénitude n'appauvrit personne. Elle est un enseignement silencieux offert à chaque regard qui se pose sur toi. Mais revenons à cette carte. Revenons à ces territoires que tu n'as jamais eu le droit d'explorer. Parce que c'est là que se trouve le cœur de ce chapitre. Cette carte qui te dit jusqu'où tu peux aller, elle n'est pas la réalité. Elle est une interprétation de la réalité faite par un enfant qui essayait de survivre dans un monde qu'il ne comprenait pas encore. Et cet enfant faisait de son mieux. Il était brillant même. Sa stratégie d'effacement lui a permis de maintenir des liens, de recevoir de l'amour dans la forme qui lui était accessible, de traverser des moments qui auraient pu être bien plus douloureux. Mais tu n'es plus cet enfant. Et la stratégie qui te sauvait à 5 ans te coûte tout à 30, 40, 50 ans. Il y a des territoires sur cette carte marqués d'une croix invisible, des territoires qui portent des noms comme « mes désirs comptent » ou « j'ai le droit de dire non sans me justifier » ou « je peux recevoir sans rembourser immédiatement » ou « je mérite qu'on prenne soin de moi sans que j'aie à le gagner d'abord ». Ces territoires-là, tu les as peut-être regardés de loin, comme on regarde des pays étrangers dans un atlas, beaux en théorie, inaccessibles en pratique. Ce voyage que nous faisons ensemble a un but très précis. Il ne s'agit pas de te transformer en quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de t'apprendre à devenir dur, fermé, indifférent au monde. Il s'agit de te rendre ta propre carte, de l'effacer et de la redessiner avec tes mains d'adulte, avec ta conscience d'aujourd'hui, avec la sagesse de quelqu'un qui a assez souffert de se mettre en dernier pour savoir que ce n'est pas de la noblesse, c'est de la douleur habillée en vertu. Alors voici ce que je te demande avant d'aller plus loin. Pas une grande action, pas un bouleversement immédiat, juste une question à poser à voix basse, à l'endroit le plus silencieux de toi-même. Quel territoire ai-je toujours eu envie d'explorer et dont je me suis toujours dit que ce n'était pas pour moi? Garde cette question, laisse-la vivre en toi, parce que la réponse qui viendra, doucement, timidement, avec la prudence de quelque chose qui n'a pas été invité depuis longtemps, cette réponse est le début de ta véritable carte. Chapitre 3. Le coût du silence. Il y a un prix que personne ne t'a jamais présenté sous forme de facture. Pas de chiffres, pas de colonnes, pas de total à régler en fin de mois. Et pourtant, tu paies. Tu paies chaque jour, en petites coupures silencieuses, une dette que tu n'as jamais contractée consciemment, mais que tu honores avec une fidélité absolue. Ce prix, c'est le coût de te taire. Pas le silence choisi, celui du sage qui observe avant de parler, celui de la contemplation fertile, celui de la forêt à l'aube avant que les oiseaux n'éveillent le monde. Non, l'autre silence, celui que tu t'imposes quand quelque chose en toi veut parler et que tu poses une main invisible sur sa bouche. Celui qui suit le moment où tu avales une vérité parce que tu as calculé en une fraction de seconde que la dire coûterait trop cher en termes de regard, de tension, d'amour peut-être retiré. Tu connais ce silence-là. Il a une texture particulière. Il descend dans la gorge comme quelque chose de chaud qu'on étouffe. Il laisse dans la poitrine une légère pression, presque imperceptible sur le moment, mais qui s'accumule. Couche après couche, semaine après semaine, année après année, jusqu'à ce que cette pression devienne le bruit de fond permanent de ta vie intérieure. Une tension que tu n'appelles même plus par son nom parce qu'elle est devenue si familière qu'elle ressemble à toi. Les traditions de sagesse du monde entier, des philosophes stoïciens aux maîtres zen, des poètes soufis aux psychologues contemporains, se rejoignent toutes sur un point fondamental. Ce que tu refoules ne disparaît pas. Ce que tu tais ne meurt pas de silence. Cela se transforme.
Cela cherche une autre sortie, une autre langue, un autre canal. Et le corps, infiniment patient, infiniment fidèle, devient souvent ce canal. La tension dans les épaules qui ne part jamais vraiment, la fatigue du dimanche soir qui n'a rien à voir avec le repos ou son absence, les maux de tête qui arrivent précisément quand il faudrait être présent à 100%, l'insomnie de 3 heures du matin où les pensées tournent en boucle sur des conversations que tu aurais dû avoir et que tu n'as pas eues. Le corps parle ce que la bouche refuse de dire. Il traduit en sensations physiques les vérités que tu as décidé de ne pas exprimer. Il est ton témoin le plus honnête, le plus constant, le plus aimant aussi, parce qu'il ne te ment jamais, même quand tu lui demandes de le faire. Mais le coup de silence ne s'arrête pas au corps, il s'étend aux relations. Pense à la dernière fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Pas un oui enthousiaste, pas un oui qui venait d'un élan sincère, mais ce oui-là, celui que tu as produit avec les lèvres pendant que tout le reste de toi se contractait discrètement. Dans ce moment précis, quelque chose s'est produit que l'autre personne n'a peut-être pas remarqué, mais toi, tu l'as senti. Une légère distance intérieure, un imperceptible retrait, comme si une partie de toi s'éloignait de la relation pour se protéger du prochain oui obligatoire. C'est ainsi que meurent les relations qui auraient pu être magnifiques, pas dans les grandes explosions, pas dans les trahisons spectaculaires, dans l'accumulation silencieuse de ces petits retraits, dans tous ces moments où tu as choisi la paix de surface au détriment de la vérité profonde. Et un jour, tu te retrouves dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle, où tu joues un rôle si bien rodé que tu ne sais plus très bien qui se cache derrière. Tu as donné à l'autre une version de toi qui ne souffre pas, qui n'a pas besoin, qui gère tout, qui est toujours disponible. Et cette version-là, aussi attachante soit-elle, est une fiction. Elle est le personnage que tu as créé pour être aimable. Pas aimé, aimable. La nuance entre ces deux mots est un abîme. Être aimable, c'est être acceptable. C'est correspondre à ce qu'on attend, c'est maintenir une surface lisse pour que les autres s'y reflètent confortablement. Être aimé, c'est être vu, vraiment vu, avec tes aspérités, tes besoins, tes limites, tes désirs qui dérangent parfois, tes vérités qui ne sont pas toujours douces à entendre. Être aimé demande quelque chose que le silence rend impossible. Être présent, entièrement, sans la protection du masque. Et voilà le paradoxe cruel au cœur de tout ça. En te taisant pour être aimé, tu deviens aimable à la place. En te réduisant pour garder les liens, tu crées des liens avec une version réduite de toi-même. Et la solitude que tu ressens parfois, même entouré, même dans les bras de quelqu'un, même au milieu d'une pièce pleine de gens qui t'apprécient, cette solitude-là, c'est l'espace entre toi et ton personnage. C'est la distance entre qui tu es et qui tu te permets d'être. Khalil Gibran écrivait que la douleur est la brisure de la coquille qui enferme ta compréhension. Et il y a dans ce silence que tu portes une douleur de cet ordre-là. Pas une douleur punitive, pas une souffrance sans sens, une douleur qui frappe à la porte, une douleur qui dit « quelque chose est là ». Quelque chose veut exister, quelque chose en toi attend depuis longtemps d'avoir le droit de prendre de l'air. Alors, posons la vraie question. Pas pourquoi tu te tais, nous savons maintenant d'où vient ce réflexe, nous avons suivi ses racines jusqu'à l'enfant qui apprenait à survivre. La vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que ce silence t'a coûté jusqu'ici ? Pas dans la théorie, dans ta vie concrète, dans tes relations réelles, dans les opportunités que tu as laissées passer parce qu'exprimer ce que tu voulais vraiment te semblait trop risqué. Il y a peut-être une conversation que tu aurais dû avoir il y a 2 ans, un non que tu aurais dû dire il y a 5 ans, un désir que tu portes depuis 10 ans et que tu n'as jamais prononcé à voix haute parce que sa simple existence te semblait déjà une forme d'indécence. Ces choses-là ne sont pas perdues. Elles sont en attente. Elles vivent dans cette partie de toi qui n'a pas encore eu la permission de parler. Et la permission, comprends-le bien, ne viendra pas de l'extérieur. Personne ne va frapper à ta porte un matin pour te dire « aujourd'hui tu as le droit d'être entier ».
Personne ne va te remettre un certificat d'existence pleine et légitime. Cette permission-là, elle est la tienne. Elle l'a toujours été. Elle attendait simplement que tu sois prêt à te la donner. Le silence a eu sa saison, longue, patiente, souvent nécessaire dans les circonstances qui l'ont engendrée. Mais toute saison a une fin. Et quelque chose en toi, quelque chose qui a survécu à tout, qui a traversé chaque compromis et chaque effacement sans jamais tout à fait disparaître, quelque chose en toi sait que le temps du silence touche à sa fin. Ce quelque chose, c'est ta voix. Elle est là, elle n'a pas oublié comment parler, elle attend juste que tu lui fasses suffisamment confiance pour l'inviter à revenir. Chapitre 4. L'art de revenir à soi. Il existe un moment étrange et presque sacré que certains traversent sans le reconnaître. Un moment qui arrive souvent sans prévenir, au milieu d'un repas ordinaire, dans la file d'attente d'un supermarché ou parfois à 3 heures du matin dans l'obscurité familière d'une chambre trop silencieuse. Un moment où quelque chose se fissure doucement à l'intérieur. Pas un effondrement, pas une crise, juste une fissure fine, presque délicate, comme celle qui traverse la coquille d'un œuf juste avant que la vie en sorte. Dans ce moment-là, une voix murmure quelque chose de simple et de dévastateur à la fois. Elle dit « Tu t'es perdu ». Pas perdu dans le sens dramatique du terme, pas perdu comme quelqu'un qui ne sait plus où il habite ou qui il est administrativement, perdu dans le sens profond, intime, presque indicible, perdu comme un chemin qu'on connaissait par cœur et qu'on ne retrouve plus, perdu comme une mélodie qu'on fredonnait enfant et dont il ne reste que la sensation, sans les notes, perdu comme toi-même, cette version de toi qui existait avant que le monde te demande de te plier à ses formes. Ce chapitre parle du retour, pas du retour en arrière, attention, le temps ne se remonte pas comme une rivière et l'enfant que tu étais n'est pas une destination. Il parle du retour vers l'intérieur, de ce voyage immobile et vertigineux qui consiste à retraverser toutes les couches que tu as accumulées, les adaptations, les masques, les silences, les compromis, pour retrouver quelque chose qui n'a jamais bougé, quelque chose qui t'attendait avec la patience tranquille d'une montagne sous tous les ciels. Revenir à soi, dans notre monde, est devenu un acte presque révolutionnaire. Nous vivons dans une civilisation du bruit, de la vitesse, de la performance permanente. Une civilisation qui récompense ceux qui font et punit ceux qui s'arrêtent, qui célèbre la productivité et regarde avec méfiance le silence, la lenteur, l'introspection. Dans ce contexte, choisir de se poser, choisir de se regarder, choisir de se demander sincèrement comment je vais, pas comme une formule de politesse, mais comme une vraie question adressée à soi-même avec toute l'attention qu'on réserve habituellement aux autres, c'est un geste presque subversif. Mais comment revient-on à soi concrètement? Pas dans les livres de développement personnel avec leur liste d'étapes numérotées. Dans la vraie vie, dans la texture brute des jours ordinaires, comment ça se passe vraiment, ce retour? Il commence souvent par un inconfort. C'est important de le dire, parce que beaucoup espèrent que revenir à soi ressemblera immédiatement à un bain chaud, à une lumière dorée, à une paix immédiate et méritée. Parfois, c'est ça, oui, mais souvent, les premières étapes du retour ressemblent davantage à rentrer dans une maison qu'on a laissée longtemps fermée. L'air est épais, la lumière met du temps à entrer, certaines pièces ont des odeurs qu'on avait oubliées, des émotions non résolues, des deuils non faits, des colères qu'on n'a jamais eu le droit d'exprimer et qui ont vieilli dans l'obscurité en devenant quelque chose de plus complexe. Revenir à soi demande une forme de courage qu'on ne célèbre pas assez. Le courage de regarder ces pièces-là, pas pour s'y installer et s'y lamenter, mais pour les ouvrir, les aérer, les reconnaître, pour dire « oui, ça s'est passé, oui, ça m'a coûté quelque chose, oui, je méritais mieux » et aussi « oui, je suis encore là, intact dans l'essentiel, capable de continuer autrement ». La nature nous offre ici une image d'une précision bouleversante. Pense au processus de métamorphose d'un papillon. Ce qui se passe à l'intérieur du cocon n'est pas une transformation douce et ordonnée. Les scientifiques qui ont étudié ce processus nous disent quelque chose d'étrange et de presque troublant.
À un certain stade, la chenille ne devient pas progressivement papillon, elle se dissout, elle se liquéfie presque entièrement, perdant toute forme reconnaissable avant que les structures du papillon ne commencent à émerger. Il y a un moment dans ce processus où il n'y a plus ni chenille ni papillon, juste une potentialité liquide dans l'obscurité d'un cocon. Ce moment-là existe aussi dans le retour à soi humain, ce moment où tu n'es plus tout à fait qui tu étais, les vieilles stratégies ont perdu leur évidence, les anciens masques ne tiennent plus aussi naturellement, mais tu n'es pas encore pleinement qui tu deviens. Ce moment de suspension, d'entre-deux, est précisément le plus difficile à traverser. Et c'est précisément là que la plupart abandonnent et retournent à leurs habitudes connues, si douloureuses soient-elles, parce que la douleur familière semble moins terrifiante que l'inconnu de la transformation. Mais ceux qui tiennent dans ce moment de dissolution, ceux qui font confiance au processus même quand il n'a plus de forme reconnaissable, ceux-là émergent. Et ce qui émerge n'est pas une version corrigée, améliorée, optimisée de l'ancien, c'est quelque chose de fondamentalement différent dans sa manière d'occuper l'espace, de recevoir la lumière, de se mouvoir dans le monde. Revenir à soi passe aussi par le corps. Nous l'avons dit, le corps garde tout. Mais il n'est pas seulement un lieu de stockage de la douleur, il est aussi la porte d'entrée la plus directe vers le présent. Quand le mental tourne en boucle dans le passé ou s'inquiète de l'avenir, le corps, lui, est toujours là, toujours maintenant. La sensation de tes pieds sur le sol, la chaleur ou la fraîcheur de l'air sur ta peau, le rythme de ta respiration, ce mouvement perpétuel, fiable, qui continue indépendamment de tout ce que tu penses ou ressens ou décides. Il y a une pratique ancienne, présente dans presque toutes les traditions de sagesse du monde, qui consiste simplement à poser son attention sur le souffle. Pas à le contrôler, pas à le modifier, juste à le noter, à sentir l'air entrer, à sentir l'air sortir, à noter la légère pause entre les deux, ce petit vide suspendu qui ressemble à un espace de liberté absolue. Cette pratique semble dérisoire vue de l'extérieur, et pourtant des millénaires d'expériences humaines témoignent de sa puissance. Parce que dans ce moment d'attention portée au souffle, quelque chose se repose, le calcul permanent s'interrompt, le rôle social se met en pause, et pendant quelques secondes, tu es juste toi, respirant, vivant, présent à ta propre existence avec une neutralité bienveillante. C'est ça, le début du retour à soi. Pas une grande révélation, pas un bouleversement spectaculaire. Un souffle, une sensation, un moment de présence offert à toi-même comme on offrirait une attention totale à quelqu'un qu'on aime profondément. Et de ce point minuscule, de cette graine de présence à soi, quelque chose peut commencer à pousser, quelque chose qui n'est pas encore visible, mais qui est déjà en mouvement, quelque chose qui ressemble dans ses premiers frémissements à ce qu'on appelle, faute d'un meilleur mot, la liberté. Tu n'as pas à tout résoudre aujourd'hui, tu n'as pas à comprendre d'un coup l'étendue de tout ce que tu t'es refusé, tu as juste à commencer. Par un souffle conscient, par une question honnête posée à toi-même sans attendre une réponse parfaite, par un moment même bref, même imparfait, où tu choisis délibérément d'être là pour toi avant d'être là pour quelqu'un d'autre. Ce moment-là, ainsi petit qu'il soit, est le premier pas du chemin le plus important que tu puisses marcher, le chemin vers toi-même. Chapitre 5. Les frontières comme acte d'amour. Il y a un mot qui fait peur, un mot qu'on a appris à prononcer avec des excuses, des justifications, des détours infinis pour en atténuer le choc. Un mot qu'on enveloppe dans du coton avant de le tendre à l'autre, comme si sa simple existence était déjà une agression. Ce mot, tu le connais. Tu l'as avalé des centaines de fois avant de réussir à le dire. Tu l'as dit parfois en tremblant, parfois trop tard, parfois jamais. Ce mot, c'est non. Et autour de ce mot s'est construite une des confusions les plus dévastatrices de notre rapport aux autres. La confusion entre la frontière et le mur, entre la limite posée par amour et le rejet motivé par l'indifférence, entre dire non à une demande et dire non à une personne. Ces choses-là ne sont pas la même chose. Elles n'ont pas la même texture, pas la même intention, pas les mêmes conséquences. Mais quelque part dans ton histoire, on t'a peut-être appris qu'elles l'étaient.
que refuser quelque chose à quelqu'un revenait à lui refuser ton amour. Et cette équation-là a fait des dégâts silencieux et profonds. Regarde la nature encore une fois, parce qu'elle n'a jamais cessé d'être notre meilleur professeur. Chaque cellule vivante possède une membrane. Cette membrane n'est pas là pour isoler la cellule du monde qui l'entoure, elle est là pour réguler les échanges, laisser entrer ce qui nourrit, laisser sortir ce qui a été transformé, tenir à distance ce qui détruirait l'intégrité de la cellule. Sans cette membrane, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie, il y a juste une dissolution dans l'environnement, une perte de forme, une disparition de ce qui faisait la singularité et la force de cet être vivant. Tu es cette cellule, et tes frontières sont ta membrane. Sans elle, tu ne fusionnes pas plus profondément avec les autres, tu te dissous, tu perds le contour de toi-même, tu deviens une surface d'absorption pour les besoins, les émotions, les demandes, les angoisses de tout ce qui t'entoure. Et dans cette dissolution, curieusement, tu n'es pas plus proche des autres, tu es moins présent à eux, parce qu'on ne peut pas vraiment rencontrer quelqu'un qui n'a plus de forme. On ne peut pas vraiment aimer quelqu'un qui s'est effacé pour être aimé. La frontière, quand elle vient d'un endroit de conscience et non de peur, est un acte d'amour à double sens. Elle est un acte d'amour envers toi-même, évidemment, elle protège ton énergie, ton intégrité, ta capacité à rester entier dans la relation. Mais elle est aussi, et c'est ce qu'on oublie presque toujours, un acte d'amour envers l'autre, parce qu'une frontière honnête dit à l'autre « je suis réel ». Je ne suis pas un miroir qui reflète uniquement ce que tu veux voir, je suis quelqu'un avec qui tu peux avoir une vraie relation, faite de deux présences distinctes qui se choisissent librement. Les relations sans frontières ne sont pas des relations plus intimes, elles sont des relations plus floues, des relations où personne ne sait vraiment où commence l'un et où finit l'autre, où les besoins se mélangent jusqu'à devenir impossibles à démêler, où la générosité se transforme en ressentiment parce qu'elle n'a jamais été librement choisie, mais extraite par la pression implicite de quelqu'un qui savait que tu ne dirais pas non. Et ce ressentiment-là, parlons-en franchement. Tu le connais, ce ressentiment-là ? Cette amertume légère qui colore certaines relations depuis longtemps ? Ce sentiment d'être utilisé sans que personne ne t'ait réellement forcé à quoi que ce soit ? Cette fatigue particulière d'avoir trop donné sans qu'on te le demande explicitement, juste parce que tu ne pouvais pas t'en empêcher. Ce ressentiment n'est pas une preuve que les autres sont mauvais, c'est le signal que quelque part, une frontière n'a pas été posée. C'est ton intérieur qui te dit, la prochaine fois, dis non avant d'arriver là. Apprendre à poser des frontières est un apprentissage. Comme tous les apprentissages vrais, il est maladroit au début. Les premiers noms qu'on dit après une longue période de silence sortent souvent trop forts ou trop mous, trop agressifs parce que chargés de tout ce qui aurait dû être dit avant et ne l'a pas été, ou trop hésitants, noyés dans tant de justifications qu'ils perdent toute clarté et laissent l'autre dans le flou. C'est normal, c'est même inévitable, et c'est pour ça qu'il faut se donner la grâce de l'apprentissage, cette permission d'être imparfait dans quelque chose de nouveau sans pour autant y renoncer. Il y a une image qui m'a toujours touchée par sa justesse. Quand un jardinier taille un rosier, son juste peut sembler violent à qui ne comprend pas. Il coupe des branches, il enlève des bourgeons, il réduit apparemment ce qui pourrait fleurir. Mais le jardinier sait quelque chose que le regard non initié ne voit pas. Il sait que sans cette taille précise, l'énergie du rosier se dispersera en 100 directions fragiles, que les fleurs seront petites, rares, éphémères, que c'est paradoxalement en concentrant, en délimitant, en choisissant où ne pas aller, que la plante pourra aller pleinement là où elle doit aller. Tes frontières sont cette taille. Elles ne réduisent pas ce que tu offres au monde, elles concentrent ton énergie vers ce qui compte vraiment. Elles font de chaque oui que tu prononces un oui qui vient d'un endroit plein, libre et sincère, plutôt que d'un endroit vide, contraint et épuisé. Et un oui de cette qualité-là vaut infiniment plus, pour toi, pour l'autre, pour la relation, que 1000 oui donnés de défaut ou par peur. Alors, comment commence-t-on ? Par observer. Avant même de changer quoi que ce soit, simplement observer. Observer les moments dans la journée où tu ressens cette légère contraction intérieure, ce signal du corps qui dit « Attention, quelque chose ici ne me convient pas ».
lui donner quelques secondes d'existence avant de décider quoi en faire. Puis, progressivement, commencer par les petites frontières. Pas la grande confrontation existentielle avec la personne qui te coûte le plus depuis 10 ans, pas d'abord. D'abord, les petites choses. Dire non à une invitation qui t'épuise à l'avance sans se sentir obligé d'inventer une excuse élaborée. Demander à être rappelé plus tard quand on t'appelle à un moment où tu n'as pas d'espace pour être présent. Quitter une conversation qui tourne en rond et qui absorbe ton énergie sans rien nourrir. Ces petits actes-là, en apparence anodins, sont en réalité des entraînements. Chaque petite frontière posée avec conscience renforce quelque chose en toi. Elle dit à ta psyché profonde « c'est possible, je peux définir un espace, je peux dire non et le ciel ne tombe pas ». Et quelque chose d'autre se passe aussi, quelque chose d'inattendu et de précieux. Quand tu commences à poser des frontières, certaines personnes dans ta vie réagissent mal. Elles se sentent trahies, incomprises, abandonnées. Et cette réaction, aussi difficile qu'elle soit à traverser, te donne une information essentielle sur la nature de la relation. Elle te dit si ce lien était construit sur ton effacement ou sur ta présence authentique. Elle te montre si l'autre t'aimait toi ou aimait ce que tu faisais pour lui. C'est une information douloureuse parfois, mais c'est une information libératrice. Parce que les relations qui survivent à tes frontières, celles qui s'approfondissent plutôt que de se fragiliser quand tu commences à être honnête sur ce que tu peux et ne peux pas donner, ces relations-là sont les vraies. Ce sont celles construites sur quelque chose de solide, de mutuel, de durable. Ce sont celles qui méritent ton énergie, ton attention, ta présence entière. Et toi, tu mérites ces relations-là. Pas des liens de dépendance habillés en affection, pas des dynamiques où ton rôle est de donner et le leur de recevoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Des vraies rencontres, entre deux êtres entiers qui se choisissent librement, qui s'honorent mutuellement, qui savent dire non quand c'est non et oui quand c'est vraiment oui. Et ce genre de relation commence par une frontière, par un non dit clairement, sans excuses excessives, sans drama, sans culpabilité portée comme une punition auto-infligée, par un non qui dit simplement « je me respecte assez pour être honnête avec toi ». Et dans cet acte-là, aussi petit qu'il paraisse, réside quelque chose d'immense, quelque chose qui ressemble à de la dignité retrouvée, quelque chose qui ressemble, peut-être pour la première fois depuis longtemps, à toi. Chapitre 6. Se choisir sans culpabilité. Il y a une émotion qu'on ne t'a jamais appris à démanteler. On t'a peut-être appris à gérer ta colère, à apprivoiser ta tristesse, à canaliser ta peur. Mais cette émotion-là, on te l'a plutôt encouragée à entretenir. On t'a même parfois félicité de la ressentir, comme si sa présence prouvait quelque chose de bon sur ton caractère. Cette émotion, c'est la culpabilité. Pas la culpabilité saine, celle qui surgit quand tu as réellement blessé quelqu'un, quand tu as agi contre tes propres valeurs, quand quelque chose en toi reconnaît honnêtement une erreur et cherche à la réparer. Cette culpabilité-là a un rôle précieux. Elle est le signal moral qui te maintient en alignement avec qui tu veux être. Elle mérite d'être entendue, traitée et, une fois la réparation faite, relâchée. Non, je parle de l'autre culpabilité, celle qui arrive quand tu te choisis, celle qui surgit précisément dans les moments où tu devrais être en paix avec toi-même, quand tu as dit non, quand tu as pris du temps pour toi, quand tu as choisi ton repos plutôt que la disponibilité permanente, quand tu as exprimé un besoin sans t'excuser de l'avoir. Cette culpabilité-là n'est pas un signal moral, c'est un réflexe conditionné. C'est l'écho d'une voix ancienne qui te dit que ton bonheur coûte quelque chose aux autres. Et cette voix, il est temps de l'examiner à la lumière. Demande-toi sincèrement, qui t'a appris que te choisir était mal? Pas en théorie, pas dans les grandes abstractions, mais concrètement, dans ta vie. Qui a sourcillé quand tu exprimais un désir? Qui a soupçonné ton enthousiasme d'un regard qui signifiait « tu en demandes trop » ? Qui t'a regardé avec une déception silencieuse quand tu n'étais pas disponible exactement comme il le fallait au moment exact où il le fallait?
Ces personnes n'étaient pas nécessairement malveillantes, elles portaient elles-mêmes leurs propres blessures, leurs propres cartes mal dessinées, leurs propres croyances sur ce que signifiait l'amour et le sacrifice. Mais leur regard a laissé une empreinte, et cette empreinte, tu la portes encore comme si elle était la vérité. La culpabilité de se choisir fonctionne comme une chaîne invisible. Elle te laisse bouger, apparemment libre, jusqu'au moment où tu t'approches trop près de toi, jusqu'au moment où tu commences à prendre tes propres besoins au sérieux. Et là, elle se tend, elle te retient, elle te dit « pas si vite ». Elle habille son emprise dans le langage de la vertu. Tu es égoïste, tu es ingrat, pense aux autres. Qui es-tu pour vouloir autant ? Et toi, parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu tiens à être quelqu'un de bien, tu recules. Tu ranges le désir, tu reprends le rôle, tu remets le masque. Mais voici ce que cette culpabilité ne te dit jamais. Elle ne te dit pas que te négliger toi-même n'est pas de la générosité, c'est de la négligence déguisée. Elle ne te dit pas que ton épuisement ne sert personne, que ta présence vidée de toi-même est une présence appauvrie qui donne moins, ressent moins, connecte moins. Elle ne te dit pas que les gens qui t'aiment vraiment ne veulent pas de ton sacrifice, ils veulent toi, entier, vivant, présent à toi-même pour pouvoir être présent à eux. Il y a une scène que j'aime évoquer parce qu'elle illustre avec une clarté presque brutale ce paradoxe. Dans les avions, avant chaque décollage, une voix explique la procédure d'urgence. Et dans cette procédure, il y a une instruction qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur l'amour et le sacrifice. En cas de dépressurisation, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les personnes à votre charge. Avant, pas après, pas en même temps, avant. Cette instruction n'est pas là pour te rendre égoïste, elle est là parce que sans oxygène, tu perds conscience en quelques secondes, et inconscient, tu ne peux aider personne. Ta survie n'est pas un luxe, elle est la condition préalable de tout le reste. Ta plénitude fonctionne exactement de la même manière. Quand tu te choisis, quand tu nourris ton corps, quand tu respectes tes limites, quand tu honores tes besoins, quand tu prends le temps de te reconnecter à ce qui te vivifie, tu ne voles rien à personne. Tu te mets le masque à oxygène, tu maintiens ta capacité à être présent, à donner, à aimer, à contribuer. Et tout ce que tu offres ensuite vient d'un endroit plein et non d'un endroit qui saigne en souriant. Se choisir sans culpabilité ne veut pas dire s'installer dans une tour d'ivoire et se désintéresser du monde. Cela ne veut pas dire que tes besoins comptent plus que ceux des autres. Cela veut dire qu'ils comptent autant, ni plus ni moins. Cette égalité-là, simple, évidente en apparence, révolutionnaire dans la pratique, est le fondement de tout ce que nous explorons dans ce voyage. Parce que la question n'est pas de savoir si tu vas continuer à prendre soin des gens que tu aimes, tu le feras. Ce soin-là est ancré dans qui tu es, dans ce que tu as de plus précieux. La question est de savoir si tu vas commencer à te mettre sur cette liste, si tu vas décider que tu mérites le même niveau d'attention, de soutesse, de considération que tu offres si naturellement aux autres. Jung parlait de l'individuation, ce processus de toute une vie qui consiste à devenir pleinement soi-même, à intégrer toutes les parties de son être dans une unité cohérente et vivante. Ce processus n'est pas un luxe réservé aux gens qui ont du temps et de l'argent pour s'allonger sur un divan, c'est une nécessité psychologique fondamentale. Un être qui ne s'individue pas, qui ne se choisit pas, qui ne s'autorise pas à exister pleinement, cet être-là souffre. Il souffre à bas bruit, de cette douleur diffuse qu'on appelle parfois vide, parfois fatigue chronique, parfois sentiment que quelque chose manque sans jamais savoir exactement quoi. Ce quelque chose qui manque, c'est toi, ta présence à toi, ton consentement à ta propre existence pleine et entière. Alors comment commence-t-on à se choisir sans l'ombre de cette culpabilité ? Pas en la faisant taire de force, pas en décidant par volonté pure qu'elle n'a plus le droit d'exister. La culpabilité repoussée ne disparaît pas, elle se déplace, elle trouve d'autres chemins pour s'exprimer. Non, on commence par faire quelque chose de plus doux et de plus profond à la fois. On commence par la regarder. La prochaine fois que tu fais quelque chose pour toi, quelque chose de simple, une heure pour toi seul, un non posé avec clarté, un désir exprimé sans justification excessive, et que la culpabilité arrive comme elle arrivera,
Ne la combattez pas, posez-lui une question. Demandez-lui ce que vous feriez de mal exactement. Demandez-lui à qui vous nuisez réellement en prenant soin de vous et écoutez la réponse. Souvent, vous découvrirez qu'il n'y a pas de réponse cohérente. Souvent, vous découvrirez que la culpabilité tourne dans le rond, cite des généralités, invoque des principes flous. Parce qu'elle n'est pas basée sur une réalité présente, elle est basée sur une peur ancienne que personne n'a jamais vraiment interrogée. Et chaque fois que vous faites cet examen, chaque fois que vous regardez la culpabilité en face et qu'elle ne trouve pas de justification solide à vous donner, quelque chose se desserre légèrement, une couche moins en trop, une chaîne un peu moins tendue, un espace un peu plus grand pour exister à ta propre manière. Ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail de toute une vie, fait de reprises et de rechutes et de recommencements avec un peu plus de grâce à chaque fois. Mais il commence aujourd'hui, il commence maintenant, il commence dans ce moment précis où tu décides, même timidement, même imparfaitement, que ta vie mérite d'être vécue par toi en premier. Pas pour les autres, pas pour prouver quelque chose, pas pour mériter un amour que tu aurais à gagner, juste parce que tu es là, parce que tu respires, parce que cette existence qui est la tienne, avec tout ce qu'elle contient de complexe et de précieux et d'unique, cette existence mérite d'être habitée pleinement par celui ou celle qui lui appartient, par toi. Chapitre 7. La vie que tu mérites de vivre. Il y a une image que je voudrais te laisser porter longtemps après que ces mots se seront tus. Longtemps après que le silence sera revenu et que tu auras repris le fil ordinaire de tes journées. Une image simple, presque humble dans sa forme, mais qui contient quelque chose d'immense si tu acceptes de la regarder vraiment. Imagine une graine. Pas une graine en théorie, pas une graine dans un manuel de botanique avec ses schémas et ses annotations scientifiques. Une graine réelle, concrète, que tu pourrais tenir dans le creux de ta paume. Petite, dense, fermée sur elle-même comme un poing serré qui protège quelque chose de précieux. De l'extérieur, rien ne laisse deviner ce qu'elle contient. Aucun indice visible sur la grandeur de ce qui dort à l'intérieur. Et pourtant, dans cette graine, tout est déjà là. La forme exacte de chaque feuille, la hauteur que l'arbre atteindra un jour, la texture de l'écorce, la profondeur des racines, le parfum des fleurs à venir. Tout est là, complet, en attente d'une seule chose, les conditions qui permettront à ce potentiel de se déployer. Tu es cette graine. Tu l'as toujours été. Et ce voyage que nous avons fait ensemble, à travers le mensonge appris, la carte redessinée, le coup du silence, le retour à soi, les frontières posées comme acte d'amour, la culpabilité examinée et lentement dissoute, ce voyage n'était pas celui d'une transformation, c'était celui d'un déploiement. Pas devenir quelqu'un d'autre, devenir plus pleinement toi. Retrouver les conditions qui permettent à ce qui est déjà en toi de pousser vers la lumière sans s'excuser de le faire. Mais je veux être honnête avec toi jusqu'au bout, parce que ce serait te manquer de respect que de te laisser sur une image uniquement belle sans te dire la vérité entière. La vie que tu mérites de vivre, cette vie pleine, alignée, habitée de l'intérieur, elle ne ressemblera pas à ce que les images de bonheur qu'on t'a vendues depuis l'enfance te laissaient espérer. Elle ne sera pas une ligne droite ascendante vers une sérénité permanente. Elle ne sera pas l'absence de douleur, ou de doute, ou de nuits difficiles. Elle sera vivante, et le vivant, par définition, oscille. Il a ses saisons. Il a ses hivers où tout semble immobile et mort sur surface, alors que sous la terre, quelque chose de fondamental se prépare. Il a ses printemps explosifs et désordonnés, où tout pousse en même temps dans une exubérance qui ressemble parfois au chaos. Il a ses étés de plénitude et ses automnes de lâcher-prise. Cette vie-là ne sera pas parfaite, mais elle sera vraie. Et le vrai, même dans sa complexité, même dans ses aspérités, nourrit quelque chose en toi que le confort du faux ne pourra jamais atteindre.
Se choisir comme priorité ne résout pas tous les problèmes. Cela ne fait pas disparaître les difficultés extérieures, les relations compliquées, les défis professionnels, les deuils inévitables que la vie réserve à chacun d'entre nous sans exception. Ce que cela change, c'est la qualité de ta présence à tout ça. C'est la hauteur depuis laquelle tu regardes ce qui t'arrive. C'est la solidité du sol sous tes pieds quand le vent souffle fort. Quand tu es ancré en toi, quand tu as pris l'habitude de te nourrir, de t'honorer, de te faire confiance, tu traverses les tempêtes différemment. Non pas sans être secoué, mais sans être emporté. Pense à ces arbres qu'on trouve dans les régions battues par les vents violents. Ces arbres dont le tronc s'est courbé au fil des années sous la pression constante des éléments. Ils ne sont pas droits comme les arbres des jardins protégés. Ils ont des formes étranges, asymétriques, qui racontent leur histoire dans chaque courbe. Mais leurs racines sont d'une profondeur et d'une complexité extraordinaires. Elles sont allées chercher l'eau et la stabilité là où il fallait les trouver, dans les fissures de la roche, dans les couches profondes du sol, dans les endroits où rien ne semblait possible de l'extérieur. Et ces arbres-là résistent à des tempêtes qui couchent les arbres droits des espaces protégés. Parce que ce qui compte n'est pas la droiture de la forme, c'est la profondeur de l'enracinement. Tes racines, c'est ta relation à toi-même. Plus elle est profonde, plus elle est honnête, plus elle est nourrie, plus tu peux te permettre de plier sans rompre. Plus tu peux offrir au monde une présence qui tient. Une présence qui n'a pas besoin d'être parfaite pour être solide. Une présence qui peut accueillir la complexité de l'autre parce qu'elle a appris à accueillir la complexité de soi. Et maintenant, avant de poser ces mots et de te laisser repartir dans ta vie, je veux te demander quelque chose. Pas une grande résolution, pas un serment solennel qui pèse déjà par anticipation, quelque chose de plus simple et de plus exigeant à la fois. Je te demande de penser à une chose, une seule. Chaque chose que tu t'es refusée depuis longtemps, pas nécessairement quelque chose de grand ou de spectaculaire. Ça peut être 1 heure de silence complet dans une semaine trop bruyante. Ça peut être une conversation que tu ajournes depuis des mois parce qu'elle te demandera d'être honnête sur ce dont tu as besoin. Ça peut être un projet que tu portes dans un coin discret de ton cœur depuis des années, sans jamais lui donner la lumière qu'il mérite. Ça peut être simplement la décision de ne plus t'excuser d'exister. Cette chose-là, quelle qu'elle soit, offre-la toi. Pas un jour, pas quand tu auras réglé tout le reste. Maintenant, cette semaine, dans les jours qui viennent. Parce que chaque fois que tu te choisis, quelque chose se passe qui dépasse ta propre vie. Chaque fois qu'un être humain décide de s'honorer pleinement, de vivre depuis un endroit de respect de soi et de présence authentique, il envoie dans le monde un signal invisible mais réel. Il montre à ceux qui l'entourent que c'est possible. Il donne la permission, sans un mot, à quelqu'un d'autre de faire de même. Il rompt une chaîne. Pas par un geste héroïque, mais par la simple dignité de son existence assumée. Tu ne vis pas seul dans ce monde. Tes choix ont des résonances que tu ne peux pas toujours voir. La façon dont tu te traites apprend aux autres comment te traiter. La façon dont tu t'honores apprend à tes enfants, à tes proches, à ceux qui observent ta vie, que s'honorer est possible et légitime. Tu es, que tu le veuilles ou non, un enseignement vivant. La question n'est pas de savoir si tu enseignes quelque chose. La question est de savoir quoi. Est-ce que tu enseignes qu'on doit se mettre en dernier pour être aimé? Ou est-ce que tu enseignes qu'on peut se choisir et aimer pleinement en même temps? Gibran écrivait que le don le plus précieux que tu puisses faire n'est pas ce que tu possèdes, mais une partie de toi-même. Et la partie de toi-même la plus précieuse que tu puisses offrir au monde, ce n'est pas ton épuisement déguisé en dévouement, c'est ta présence entière, ta joie vivante, ta vérité dite avec douceur, ton existence habitée de l'intérieur par quelqu'un qui a décidé un jour que mériter sa propre vie n'était pas une question à débattre. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage ensemble, mais la vérité c'est que le voyage réel commence maintenant. Il commence dans les minutes qui suivront la fin de ces mots,
dans les choix ordinaires de la journée qui vient, dans le moment où tu ressentiras cette traction familière vers l'effacement et où tu te souviendras peut-être de ce que nous avons traversé ensemble et où tu choisiras peut-être, pour la première fois, peut-être une fois de plus, peut-être avec un peu plus de conviction que la dernière fois, de te choisir toi. La vie que tu mérites de vivre ne t'est pas promise par le destin. Elle ne t'est pas donnée par les circonstances ou par la bienveillance des autres. Elle se construit. Chaque jour, dans chaque petit acte de fidélité envers soi-même, dans chaque frontière posée avec amour, dans chaque silence rompu par une vérité dite, dans chaque matin où tu décides, avant de te lever, que tu es quelqu'un qui compte. Quelqu'un qui compte pour le monde, oui. Mais d'abord, irrémédiablement, magnifiquement, quelqu'un qui compte pour toi-même. Et ça, personne ne peut te le donner. Personne ne peut te le retirer non plus. C'est tien. Ça l'a toujours été. Il était juste temps que tu le saches.